Maintenant, nous sommes ravis d'accueillir Dominique Tabu et Christophe Bureau qui vont successivement nous rapporter les dernières recommandations de Baveno sur les maladies vasculaires du foie. Dominique commence par plus spécifiquement les thromboses planchniques et ensuite Christophe pour les autres maladies vasculaires du foie. Tu veux que j'essaye de t'approcher ? Bonjour à tous. Ah oui, non, c'est parfait, je lis très bien. Non, parce que c'est un petit exercice de style quand même, parce que vous allez voir, il y a beaucoup de recommandations. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à présenter les recommandations sur la thrombose planchnique, donc les recommandations de Baveno, ce qui est un petit exercice de style quand même, quand je pense que je suis à fil-foi avec l'équipe de Beaujon et que quand j'ai vraiment des soucis, je leur demande. Mais bon, c'est pas grave, vous aurez le point de vue du béotien, c'est pas grave, puisque bien entendu, il s'agit de thrombose planchnique sans cirrhose. Baveno, c'est fait en virtuel, finalement en 2021, après 1 an et demi de préparation. Et finalement, ce qu'il en ressort, c'est bon, on ne s'est pas vu en présentiel, on aurait bien aimé être sur l'île du Lac-Majeur, mais on a beaucoup travaillé, et probablement plus, je trouve, que les Baveno d'avant. Et d'ailleurs, il y a 30% de plus de recommandations à Baveno 7 qu'à Baveno 6. Mais en fait, ce n'est pas que des nouvelles choses. Vous verrez, il y a de nouvelles recommandations, mais c'est en fait des choses qui étaient évidentes pour les experts, pas du tout évidentes pour les gens qui ne sont pas experts et qu'on n'avait pas noté. Et là, le fait de beaucoup travailler, je ne sais pas si vous partagez ça, mais on a tout écrit. Et du coup, là, je regardais le manuscrit, c'est hyper lisible quand même, et donc je pense que c'était un bon Baveno, même si on aimerait bien se retrouver là-bas. Alors du coup, il y a beaucoup de recommandations et même si je lis très vite, je ne vais pas toutes les lire parce que ça va faire un petit peu catalogue. Donc, je vais essayer de vous dire ce qui m'a paru nouveau et ce qui m'a paru intéressant. Donc, on va commencer par le bilan étiologique qui est commun à la thrombose porte et au BUD. Après, on parlera du BUD et après, on parlera de la thrombose porte et puis ensuite de la prévention des complications d'hypertension portale. Le bilan étiologique de la thrombose porte ou sus-hépatique, la chose la plus importante, je pense, et je pourrais presque m'arrêter là, sauf dans un centre expert, c'est de dire qu'il faut une collaboration avec les hématologues, avec les internistes et avec les hépatologues. Et presque en disant ça, je trouve qu'on sauve tous les malades. Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que d'essayer de faire sa sauce avec un hémato qui n'y connaît rien parce qu'il ne le revoit pas tous les jours, et de ne pas savoir ce qu'on fait. Donc ça, c'est la première chose. Ça a été écrit juste un tout petit peu plus explicitement, mais ça reste une vraie vérité. Même si ici, vous êtes tous experts, et donc évidemment, ça a moins de sens pour vous, mais c'est quand même très important. Donc je me permets d'insister. Il peut coexister plusieurs facteurs de risque de thrombose, donc ça, il y a des nouveaux papiers aussi. Et donc l'identification d'un facteur prothrombotique ne dispense pas d'un bilan complet, raison de plus pour appeler les gens qui connaissent bien. Alors ensuite, le bilan étiologique de la thrombose porte ou sus-hépatique, ça vous le savez. Chez tous les adultes, le syndrome myéloprolifératif doit être recherché par la recherche de la mutation JAK2 V617F. Donc ça, vous le savez, dans le sang périphérique, ça c'est inchangé. Après, il y a des nouvelles données. Des nouvelles données, finalement, l'idée, c'est quand est-ce qu'on place la biopsie ostéomédulaire. Et donc, il y a des nouvelles données quand on n'a pas de JAK2. On peut faire des recherches supplémentaires et rechercher des mutations somatiques, et notamment la calréticuline, JAK2 exon 12, et faire du NGS. Alors le NGS, Next Generation Sequencing, en fait, c'est pour voir des tas de mutations qu'on ne verrait pas comme ça de façon assez simple. Et donc, je vais vous montrer les deux papiers, le papier qui a conduit à ça. Et puis, chez les adultes, chez lesquels il n'y a aucune mutation identifiée, même avec NGS, et bien effectivement, on va discuter en collaboration avec les hématologues de la biopsie médulaire, et les indications restent quand même assez larges, mais encore une fois, il faut une collaboration avec les hématos et les internistes. Ça, je ne vous fais pas l'insulte de vous rappeler ici les facteurs de risque de thrombose. Donc ça, c'était un papier qui était sorti en 2017. On ne va pas s'attarder parce que ce qui est écrit là n'est plus vrai tout à fait. Mais c'était déjà une avancée par rapport à Baveno 6. Et donc, c'était les malades qui sont JAK2 neg. Eh bien, il y en a qui sont calréticulines. Et ce qui avait été montré, c'est que s'ils n'avaient pas ou une rate supérieure à 16 ou des plaquettes supérieures à 200 000, ils avaient très peu de probabilité d'avoir la mutation sur la calréticuline. Et donc, ce n'était pas la peine de la faire, mais sinon, on pouvait la faire. Mais je passe rapidement parce qu'il y a ce nouveau papier qui est le papier de Magas, donc dans l'équipe de Juan Carlos, Garcia Pagan, qui a regardé 80 patients qui ont une thrombose planchnique idiopathique avec un bilan de thrombophilie négatif. Donc 5 avaient un syndrome myéloprolifératif, neg, triple neg, et
75 avaient une thrombose qui était idiopathique ou avec des facteurs locaux. Et donc ces malades-là ont eu du NGS. Et ce qu'il en ressort, c'est 2 choses. La première chose, c'est la mise en évidence de la mutation JAK2 exon 12, surtout chez les malades qui avaient un syndrome myéloprolifératif, puisque c'était 80%, mais il n'y avait que 5 patients, et aussi rarement chez les patients qui avaient un facteur idiopathique ou local. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en faisant du NGS, on arrivait à identifier des mutations à haut risque de thrombose et de récurrence de la thrombose, comme c'est montré ici. Je ne sais pas si j'ai une flèche, mais bon, peu importe, vous voyez la courbe de survie. Et donc, les malades qui ont des mutations ont plus de facteurs de risque de récurrence de thrombose. Et donc ça, maintenant, le NGS, il doit être intégré au bilan. Voilà. Après, encore une fois, c'est une discussion collégiale. On passe au BUD. Donc, le syndrome de Budd-Chiari, la conséquence d'une obstruction des veines sus-hépatiques, qui peut se situer entre les vénules sus-hépatiques jusqu'à la veine cave inférieure, à son embouchement à l'oreillette droite. Et ça, c'est à peine changé, on va dire. Très important, on a failli changer la dénomination, mais on ne l'a pas changé, en fait. On a voté pour voir si on appelait le Budd-Chiari autrement, à savoir HVOTO, Hepatic Venous Outflow Tract Obstruction. Je ne sais pas comment on aurait traduit ça en français. Je m'étais posé la question, Pierre-Emmanuel, mais j'ai vu que tu as eu de la chance, puisque 94% des gens ont gardé le terme de Budd-Chiari, ce qui n'était pas mon cas, mais bon, donc voilà, il faut savoir être minoritaire. Et du coup, on garde Budd-Chiari, et c'est très bien comme ça. Donc sachez que ça va rester la dénomination. Et puis le reste, je passe assez rapidement, vous le savez. Donc vous savez aussi que les présentations du BUD sont très variées, qu'il peut y avoir un diagnostic chez des gens qui sont asymptomatiques et du coup qu'il faut évoquer le BUD devant toute pathologie aiguë, chronique ou aiguë sur chronique. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut enseigner finalement aux étudiants parce que c'est quelque chose qu'ils ne savent pas toujours ça, je trouve. Autant ils ont compris qu'il fallait chercher des virus bizarroïdes, autant le Budd-Chiari, ça leur est passé, moi je trouve, les étudiants là à Sorbonne, complètement ailleurs. Le diagnostic nécessite d'objectiver l'obstruction de la lumière veineuse ou la présence de collatérales conjuguée à l'absence de perméabilité des veines sus-hépatiques. Ça n'est pas changé et vous le savez. Et puis il y a des petites modifications mais ténues sur l'indication de la biopsie hépatique qui n'est nécessaire maintenant qu'en cas d'obstruction des vénules non visibles à l'imagerie. C'est-à-dire qu'on va faire une biopsie hépatique vraiment quand on ne verra pas le mécanisme qui conduit au BUD. Nodule hépatique. Comme vous savez, fréquent chez les malades atteints de Budd-Chiari, mais ça peut être des carcinomes hépatocellulaires. Et donc, la surveillance régulière est indiquée avec un intervalle de 6 mois. Ça, c'est une nouvelle proposition, c'est ce qu'on fait. Mais là, en fait, typiquement, voilà une proposition de quelque chose qu'on a écrit et qui est une nouvelle proposition. On ne sait toujours pas s'il faut préférer l'écho-Doppler ou l'IRM pour le dépistage. Mais ce qu'on sait, et ça, c'est encore une fois important, c'est qu'il faut que ce soit un centre expérimenté. Et que la caractérisation des nodules qui passent par une IRM avec injection de produits de contraste hépatobiliaire, eh bien finalement, quand on regarde les signes de carcinome hépatocellulaire dans la cirrhose, eh bien là, la spécificité du wash-out est beaucoup moins bonne, et donc il faut recourir à la biopsie hépatique. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on savait. Je sais pas si je crois pas que c'était écrit, et c'est bien de l'avoir écrit quand même, je trouve. Alors ensuite, la prise en charge. Bon, ici, on ne va pas vous faire l'injure pour la prise en charge pas à pas. Step by step, j'ai mis pas à pas contre l'anticoagulation, l'angioplastie, stent, thrombectomie, thrombolyse, TIPS et transplantation hépatique, encore une fois dans un centre expérimenté. Une anticoagulation au long cours est indiquée chez tous les patients ayant un Budd-Chiari primitif. Donc le malade de tout à l'heure, par exemple, on lui aurait continué juste pour le BUD l'anticoagulation, pour le coup. Et alors, des données un peu nouvelles, on le savait, mais en raison du risque accru de thrombopénie à l'héparine, surtout chez les patients JAK2, il n'est pas recommandé d'utiliser l'héparine non fractionnée qui doit être réservée à des situations particulières et c'est typiquement des malades qui ont une grosse insuffisance rénale en attendant les mesures invasives. Je vous ai remis ici le papier, celui d'en haut, qui montre, qui met en évidence la thrombopénie à l'héparine chez des patients ayant une thrombocytémie essentielle et une mutation de JAK2. Donc, la thrombopénie à l'héparine est plus fréquente chez les malades qui ont une mutation de JAK2 et 100% de ces malades qui ont développé des thromboses avaient des anticorps anti-héparine. Donc ça, c'est vraiment une réalité de notre quotidien. Du coup, ensuite, pour la prise en charge, ça, c'est inchangé. Il faut rechercher et traiter les sténoses accessibles à l'angioplastie et stent. Pourquoi je l'ai mis en rouge quand même? C'est parce qu'il y a un nouveau papier. Qui est un papier asiatique, en fait, qui montre qui a comparé, c'est un essai randomisé contrôlé de l'équipe de Han, qui a comparé
angioplastie plus stent à angioplastie toute seule et qui a montré qu'il y avait un meilleur pronostic chez les malades qui avaient angioplastie plus stent, mais c'est une seule étude avec probablement des malades qui ne sont pas comparables avec les nôtres et donc la recommandation n'a pas été modifiée pour l'instant et bien entendu il faut avoir des données qui sont des données qui correspondent plus à nos patients pour ça. Alors, TIPS mis en place par des opérateurs expérimentés dans le Budd-Chiari, c'est inchangé, mais je ne peux que réinsister. Pour vous donner un exemple, nous, on l'a fait jusqu'à maintenant, on a vraiment un problème de radiovasculaire qui va être réglé dans 4 mois, mais qui n'est pas réglé. Et là, si on a un Budd, il va être réglé dans 4 mois. Mais si on a un Budd, là, je l'adresserai à Beaujon sans hésiter une seule seconde, parce que je trouve que là, c'est plus raisonnable. Donc vraiment, il faut aussi savoir parfois, même si ça fait mal, retourner en arrière. Voilà, là, moi, j'ai une dame, on va voir comment ça se passe, mais sinon, je l'adresserai, parce qu'il faut être sûr de son opérateur. Après l'amélioration, il y a les critères cliniques qui sont écrits, vous les connaissiez, diminution de l'acide, de la bili, de la créate et de l'INR ou augmentation du facteur 5, ça vous le savez. Et le score pronostic Budd-Chiari TIPS qui peut être utilisé lorsqu'on envisage un TIPS, alors c'est un score très simple, il y a l'INR, la bili et l'âge, donc voilà, mais c'est un score de gravité. Et transplantation hépatique à envisager. Quand il y a des manifestations cliniques encore après la mise en place de la stratégie qui avait été décrite il y a bien longtemps par Aurélie, ou chez les patients qui ont un score BCS TIPS élevé supérieur ou égal à 7 avant mise en place du TIPS, parce que c'est des malades qui sont plus sévères, avec un pronostic un peu plus mauvais. Et puis, présentation sous forme d'une hépatite aiguë. Dans ces cas-là, on envisage, et vous le savez, la transplantation hépatique, ce qui ne nous empêche pas de discuter un TIPS indépendamment de l'inscription sur liste de transplantation. Et donc voilà, ça c'est toujours dans des centres experts. Bon, j'espère que voilà, on a fini le Budd et on passe à la thrombosport et le cavernome. Donc là, quand même, j'en vois un peu plus. Donc la thrombosport, vous en connaissez la définition. Elle n'a pas beaucoup changé, la définition finalement. C'est thrombus dans le tronc porte ou ses branches. Cavernome porte défini par un réseau collatéral porte aux portes développé suite à une obstruction de la veine porte. Et voilà. Elle doit être différenciée d'une compression extrinsèque de la lumière veineuse par l'imagerie. Donc ça, c'est typiquement le genre de recommandation qu'on fait nous, qu'on rajoute. Mais quand c'est lu par des non-hépatologues, c'est le genre de recommandation qui est assez utile pour se dire, non, ça, c'est pas une thrombosport. Et alors, toujours dans la thrombosport, même s'il n'y a pas de cirrhose connue, éliminer une cirrhose, éliminer une autre maladie hépatique comme une maladie vasculaire portosinusoïdale, une autre maladie chronique du foie, toujours, et un cancer, bien sûr. La classification radiologique, donc là, je vous avais pris finalement les recommandations de la SLD en reprenant un petit peu les mêmes indications pour décrire la thrombosport, et ça c'est bien de décrire bien la thrombosport et le cavernome pour que les essais sont comparables. Donc décrit par échodoppler, angioscan ou angio-IRM, objectivation d'un matériel intraluminal solide, ne prenant pas le contraste ou un réseau collatéral porte-aux-portes. Et très important, mais vous le savez, si le diagnostic est fait par échodoppler, il faut compléter par une imagerie en coupe. Ça, c'est pas toujours fait, en fait, chez les malades qu'on nous adresse souvent depuis plusieurs années et qui n'ont eu que des échodoppler. Donc ça, c'est vraiment pareil, une recommandation qui est importante. Et la documentation, mais ça, c'est pour le radiologue qui sait faire, du site initial, de l'extension, du degré d'obstruction, de la chronicité, du caillot nécessaire, et aussi la réponse au traitement. La réponse au traitement, c'est important. Voilà, ça c'est la classification, je passe rapidement, mais en bas, vous voyez la réponse au traitement par intervalle, et ça c'est quelque chose qui est important à mettre pour bien décrire les choses. Alors, la thrombosport et le cavernome sont fréquemment associés avec un ou plusieurs facteurs de risque de thrombose, et ça vous le savez. Chez les malades qui présentent une cause de thrombosport évidente, comme ceux qui ont une chirurgie abdominale ou une pancréatite, la réalisation d'une biopsie médulaire ou d'une PBH doit être discutée au cas par cas en fonction du rapport bénéfice-risque, parce que parfois il y a quand même des causes qui sont évidentes, et donc là encore une fois un petit coup de fil demandé, il faut voir ce que ça va pouvoir apporter aux malades. Et puis bien sûr il y a l'imagerie également. Donc en cas de dysmorphie hépatique ou de perturbation des tests hépatiques, il est recommandé d'effectuer une PBH, une mesure du gradient pour exclure une cirrhose ou une VPS. Alors effectivement, les données récentes disent que quand on a une dysmorphie, c'est bien plus fortement en faveur de la cirrhose que de la MVPS. Et puis il y a des papiers récents sur l'élasticité hépatique depuis 5 ans, avec des seuils qui ne sont pas encore bien définis, mais pour exclure la cirrhose. Et puis vous connaissez le seuil de 10 pour la MVPS. Et donc ça, c'est une littérature qui va probablement évoluer dans les années à venir. Traitement. Donc en l'absence de cirrhose, une thrombosport récente est rarement résolutive toute seule.
C'est pourquoi une anticoagulation curative doit être débutée, et vous le savez, au moment du diagnostic. La thrombopénie à l'héparine, donc par extension, et l'utilisation des HNF qui est vraiment réservée à de rares cas. Et donc là, ça a été écrit, même si c'est ce qu'on faisait, c'est écrit. Les traitements de la thrombosport récente qui comprend des HBPM avec switch rapide aux AVK, si possible. Et nouveauté, les anticoagulants directs par voie orale peuvent être utilisés en première intention, en l'absence de SAPL, où là, les malades récidifs font des thromboses artérielles, font des thromboses veineuses, et c'est un petit peu plus compliqué. Donc, je crois qu'il n'y a pas de données sur le SAPL. Et l'anticoagulation doit être poursuivie au moins 6 mois chez tous les patients. Et c'est là qu'on voit les... Donc, voilà, donc ça, c'est Aurélie qui m'a donné cette diapositive. Vous voyez ce qui se passe après reperméabilisation, donc 38% de reperméabilisation de la branche porte, de la veine porte et des branches, 40% de développement d'un cavernome sous anticoagulant. Les anticoagulants oraux directs, donc il y a quelques papiers. Finalement, ça c'est une série qui est rétrospective d'Andrea de Gottardi, enfin pour le groupe Valdig, en regardant des patients avec cirrhose et sans cirrhose. Donc je vous ai juste mis les patients sans cirrhose, puisque c'est le sujet aujourd'hui, avec 19% d'effets secondaires, mais globalement des hémorragies mineures et pas beaucoup d'hémorragies majeures. Je crois qu'il y en a 2. Voilà. Et c'était le même pourcentage dans la cirrhose et c'est le même pourcentage avec les AVK. Donc vraiment, il n'y a pas de risque à donner des anticoagulants directs et ça va quand même bien nous servir dans les cas qu'on a dit. Et puis la belle étude Report, dont on attend la publication, un magnifique essai randomisé contrôlé, 111 patients inclus avec une thrombose veineuse porte supérieure à 6 mois, donc ancienne, sans thrombophilie. Et donc, c'est l'étude d'Aurélie, rivaroxaban 15 mg par jour versus placebo. Vous savez que c'est une étude qui a été arrêtée avant la fin pour finalement un meilleur pronostic des malades qui étaient traités par rivaroxaban. Vous voyez la courbe à gauche avec aucun événement sur le critère de jugement principal qui était d'être vivant sans thrombose. Donc voilà, un très beau résultat, arrêt de l'étude. Et puis chez les malades du groupe placebo qui n'ont pas eu de rivaroxaban à droite, eh bien, il y avait un seuil qui permettait de différencier les malades qui allaient refaire une thrombose, qui allaient faire une thrombose ou pas, et donc qui étaient les dédimères à 1 mois, qui étaient supérieurs ou inférieurs à 500. Les effets secondaires, saignements majeurs similaires, il n'y a pas eu de problème, et quelques saignements mineurs, comme on en observe sous rivaroxaban, enfin sous anticoagulant en fait, en général. Voilà. Donc ça, c'est la proposition d'Aurélie et de l'équipe de Beaujon pour les malades qui ont une thrombose veineuse porte chronique et un état prothrombotique. Oui, anticoagulation à vie, et rivaroxaban à discuter. Et non, eh bien, on regarde s'il y a des facteurs locaux. Transient, j'ai appelé ça intercurrent, mais enfin, c'est des facteurs surajoutés, on va dire contraception orale, facteur local. Si non, eh bien, rivaroxaban. Et puis si oui, eh bien, à ce moment-là, on peut se permettre d'interrompre en monitorant les DDI. Et tout ça, va falloir voir ce que ça donne en monitorant les DDI et ce que deviennent les malades finalement. Et si quand ils remontent leur DDI, eh bien, est-ce qu'ils refont des thromboses, etc. Donc tout ça, ce sera à voir, c'est une proposition. Et donc les recommandations, alors là on est sur la thrombosport récente, mais par analogie je pense, après 6 mois, une anticoagulation au long cours est recommandée chez les patients avec une thrombophilie permanente et doit être envisagée aussi chez les patients sans état prothrombotique. Et en cas d'arrêt des anticoagulants, des DDI inférieurs à 500 1 mois après l'arrêt de l'anticoagulation peuvent être un facteur pronostic de faible risque de récidive. Donc ça c'est vraiment des données qui sont très nouvelles, et donc voilà, des recommandations qui sont changées. Alors ensuite, pour la prise en charge chez les patients qui ne développent pas de complications malgré l'absence de reperméabilisation, généralement ça se passe bien et donc on ne fait pas d'autres interventions. Contrôle par angioscan, donc ça je ne détaille pas, mais il faut suivre ces malades à 6 mois et puis il faut les suivre au long cours parce qu'ils peuvent récidiver, donc ça c'est important. Et ceux qui soient sous anticoagulants ou pas, et ceux sous rivaroxaban au long cours, il va falloir les surveiller aussi pour voir ce qui se passe. Et puis bien sûr le risque aigu, c'est l'ischémie intestinale et ça vous le savez. Et donc, on s'en méfie énormément. Il faut la rechercher, il faut reconnaître les signes cliniques. Et à ce moment-là, je crois vraiment que quand il y a une ischémie intestinale, il faut absolument adresser les malades en centre expert. Ça, je vais rapidement, mais c'était les recanalisations par voie radiologique chez les malades qui avaient une ischémie intestinale. Je vous donnerai les diapos. Thrombose ancienne ou cavernome en l'absence de cirrhose. Donc, chez les malades qui ont une thrombose ancienne ou une thrombose récente qui est incomplètement résolutive à 6 mois, pareil, anticoagulation au long cours recommandée chez les patients avec thrombophilie et envisagée chez les patients sans thrombophilie. Et donc, vous voyez, ce qui change, c'est le grade de la recommandation, qui passe de B1 à B2 parce qu'il y a moins de preuves, mais quand même.
Et puis, chez ceux qui ne reçoivent pas encore d'anticoagulants, parce qu'effectivement, on en a des malades comme ça, qui n'ont pas d'anticoagulants, eh bien, une anticoagulation doit être débutée après mise en place d'une prophylaxie adéquate chez les patients avec des varices à haut risque. Donc ça, c'est une nouvelle recommandation qui est importante et vous devez avoir des malades comme ça. Et je termine par le traitement de l'hypertension portale en cas de thrombose veineuse porte. Donc, prophylaxie primaire, comme vous le savez, on fait des analogies avec la cirrhose parce qu'on n'a pas de données. C'est bêta-bloquant aux ligatures et il n'y a rien qui peut dire que l'un est meilleur que l'autre. Par contre, là, il y a une recommandation extrêmement utile pour nous tous. Je suis tellement contente là. La ligature peut être effectuée sans arrêter les AVK. Et ça va nous changer la vie vis-à-vis des anesthésistes. Et ça tombe bien, parce que comme ils ont un peu le pouvoir en ce moment, ça tombe bien, parce que ça vraiment, la galère que c'était d'arrêter, de passer, enfin vraiment, voilà. Donc ça, je suis vraiment très contente que ce soit écrit. Et donc, chez les malades qui n'ont pas de reperméabilisation, dépistage des varices dans les 6 mois. Et en l'absence de VO, on refait à 12 mois, puis à 2 ans. Et donc ça, c'est des rythmes qui n'ont pas été validés, mais qui paraissent complètement raisonnables. Et puis, chez les malades qui font une hémorragie ou en prophylaxie secondaire, recommandation de la cirrhose. Vous avez dans cette étude, vous voyez juste, pour vous dire une chose, c'est l'histoire naturelle des varices œsophagiennes au cours du caverno, mais je la montre souvent pour dire que au moment du diagnostic, on en a 60-65% qui ont des varices, et puis après, les varices progressent pour devenir des varices de grande taille et assez rapidement, et donc ça nécessite vraiment de les surveiller. Alors, anticoagulants, donc on a des données, je vous les montre rapidement, il y a le travail de Maëk Vaguillot, mais ça c'est typiquement un essai, enfin c'est une étude rétrospective chez des malades sous anticoagulants qui avaient une cirrhose, qui n'avaient pas de cirrhose, et des malades qui n'avaient pas de cirrhose et pas d'anticoagulants. Et donc c'est finalement la ligature et les anticoagulants, et donc c'est l'équipe de Toulouse qui a fait cette étude, et c'est la preuve qu'on peut avoir une étude qui est publiée dans un journal qui n'est pas un New England, mais qui va nous rendre vraiment service. Non, mais il en a fait des New England, Christophe, voilà, il a fait des gastro, il a fait des annales, mais bon, là, c'est pas un New England, voilà. Et donc avec des taux d'hémorragie post-anticoagulants qui sont similaires à ceux sans anticoagulants, et donc ça, c'est vraiment important. Et il y a 2 autres papiers, j'ai pas le temps parce qu'il faut que je laisse la parole à Christophe, mais qui disent un peu la même chose et qui disent que les hémorragies post-ligature, et ça c'est quelque chose qu'on voit dans la cirrhose, et bien ce qui les conditionne, c'est les antécédents de décompensation, c'est le degré d'hypertension portale et la sévérité de la maladie causale. Donc ça c'est important. Et enfin, chez les patients qui présentent des complications réfractaires de la thrombose veineuse porte chronique, malgré tout ça, ou du cavernome, et bien là, on peut envisager une recanalisation percutanée ou d'autres interventions radiologiques comme le TIPS, etc. Mais là, vraiment, c'est pareil. C'est centre expert avec des radiologues interventionnels qui savent bien faire, parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Je crois que j'ai fini et que je vais laisser la parole à Christophe. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, on était en Zoom. On a un peu rigolé quand même. Je pense que vous allez reconnaître les 2 personnes à droite. Donc ça, c'était avec une appli qui s'appelait FaceApp. Donc pendant que les autres parlaient, il y a un moment où on s'envoyait des trucs. Et donc vous voyez en bas Juan Carlos, bon, vous le reconnaissez. Et puis en haut, vous ne l'avez pas reconnu? C'est Raimi Bosch, voilà. Bon, ben voilà. Et donc après, on a regardé une photo de sa fille. C'était exactement la même chose, c'était rigolo. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si... Merci beaucoup Dominique, c'était vraiment d'une grande clarté. Christophe, peut-être qu'on enchaîne et on fera la discussion de tout ensemble si ça vous va.